وثي دي توالين تيكو سانك مازال نتكمل في الصلاة ذاك بروفيسور بن حدادي محمد دي رشيد تصير دي قارن ويفون دي توغال كي غنسير غدا ناشي كي يجان السول غاسي تيك تيسكراض وكنيا غادي يفك مورلينس افاني كيضرون كا يعني كيضران كاس قسمي ان مزر مالسني نا لا سيمين يعدان الزلف لك بروفيسور بن حدادي زولا رشد. بالحداد ديال سقسيها مزوام لا ثيراتو 11 نوسان كنيت ذا طغى كي مكال المغران طس كي من نورني قلان دي ثمانية نيل الافريكان ناغ لا مير نوار او يفون عند التاغوريني كيفاش نشتكي مازال ما غادي ندير فرنسي تسقسير. La guerre en Ukraine a commencé depuis 11 jours et on assiste ces derniers jours à des combats acharnés dans la zone de la mer Noire. C'est quoi ta lecture aussi? Peux-tu nous résumer la situation au Donbass, la région qui a peut-être qui était à l'origine du conflit, l'une des raisons qui était de Daphne et Aden. Donc, l'année سقسيين نجيونا. Donc, شو تاغوريني كاشي كيضرنا كاسي 11 يوم كي نميت دا طرادو دارني دا شو تمورليني كفالي حاله في مناطق Donbass. Oui, effectivement, je pense que ces deux questions sont liées. Et on va essayer peut-être rapidement de les regarder séparément et on va commencer avec le Donbass. Le Donbass, on le sait, depuis 2014, ce sont des séparatistes qui ont créé deux républiques, justement, qui ont été reconnues dernièrement par Moscou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les séparatistes ne tiennent pas tout le territoire du Donbass, mais juste une partie qu'on peut évaluer entre un tiers et 40% du territoire. Donc, le restant, ben, il est tenu par les forces ukrainiennes, c'est-à-dire ceux qui luttent contre eux. Et justement, au sein de ces forces ukrainiennes, il y a un régiment qui s'appelle Azov, dont je voudrais rapidement parler, parce que c'est un régiment tristement célèbre. C'est un groupe qui est constitué par des suprémacistes, néo-nazis, ça c'est connu, incluant même des nazis, des néo-nazis d'autres pays. Alors, ce régiment dit clairement qu'ils vont faire la guerre pour récupérer la Crimée, tout comme ils ne cachent pas leur désir d'acquérir des bombes atomiques. Comme ces extrémistes néo-nazis sont déployés massivement au Donbass, ce sont eux qui bombardent massivement les populations civiles ukrainiennes situées du côté des séparatistes. Alors, pour ce qui est maintenant du sud de l'Ukraine, tout le monde entend parler aujourd'hui, hier, de Mariupol qui est assiégé. Ce qui se dessine clairement, c'est que les Russes essayent de faire une jonction entre leurs forces qui viennent du Donbass et descendent vers le sud, celles de Crimée et celles qui vont arriver à partir de la mer Noire. Les séparatistes de la région de Donbass, c'est un tiers à peu près. Donc, c'est les deux républiques qui ont demandé la séparation. C'est ça? Exact, ouais, exact. D'accord. Donc, est-ce que c'est aussi Rachid Poutine يتمسلايد ذافور فاشيست دي كييف انك باللي يزمر الحاله دي روح السلاح انا وزال منقر نيكليير وكني غادي ثاني فميال لوكسيدون ثانم وسميتها الحقنا غيفاو فغي داك نقارن مازال ما تدينا فرنسي تسقسيه كي Poutine parle d'un pouvoir fasciste à Kiev et menace du recours à l'arme nucléaire vis-à-vis de l'Occident. Est-ce qu'il a raison ou bien est-ce qu'il est en train de déraper? Là, encore une fois, c'est un deux pour un, deux questions distinctes qui méritent deux réponses distinctes. Je sais que le ramadan est devant la porte, c'est dans 3 semaines, mais on est encore dans ce qu'on appelle Sha'ban. Alors, on ne va pas mélanger Sha'ban avec Ramadan. Pour moi, qui a connu l'Ukraine d'une autre époque, mais qui a quand même maintenu les contacts avec certains jusqu'à aujourd'hui, pour moi, clairement, Poutine dérape quand il parle de régime ukrainien nazi. Ceci dit, je viens de dire dans la question précédente qu'il y a un régiment clairement néo-nazi dans l'armée ukrainienne
qui a probablement ses défenseurs ou ses relais au sein du pouvoir ukrainien. Certains parlent de 2000 militaires, donc sur un total de 200-250 000, donc néo-nazis. 2000 militaires néo-nazis, c'est évidemment beaucoup, et cela n'autorise pas pour autant à parler de régime nazi, clairement. Si je peux me permettre un petit jeu de mots, Oui. je dirais que le régime ukrainien n'est pas nazi, mais qu'il y a un régiment nazi au sein des forces ukrainiennes, avec probablement des relais politiques. Donc, c'est un clan, peut-être c'est un clan qui est au sein de l'armée ukrainienne qui a des tendances. C'est une petite partie, toute petite partie, mais très active. Ah, d'accord. Très active. C'est eux qui étaient au devant de la scène lors des manifestations de Maïdan. Alors maintenant, pour ce qui est des menaces en général et celles en lien avec le nucléaire entre la Russie et l'Ukraine, là, c'est un peu plus difficile de porter un jugement sur qui dérape le plus, car les Russes ne sont pas les seuls à faire des menaces ou menacer de recourir à l'arme nucléaire. On a entendu le ministre français des Affaires étrangères qui a dit que son pays a également l'arme nucléaire. Un autre ministre français, celui des Finances, a dit que la France est en guerre économique contre la Russie. Il a été, c'est vrai, rappelé à l'ordre par son président et par l'ex-président ukrainien. J'ai publié un post à ce propos. Il y a également un autre membre important de l'OTAN qui a été dans la surenchère, qui a dit que les armes nucléaires de l'OTAN vont être déployées pas loin de la Russie. J'ai déjà eu l'occasion de dire, je crois la semaine passée, que les Russes sont comme des ours et eux-mêmes acceptent cette dénomination. Et on ne menace pas un ours au sens figuré comme au sens propre. D'ailleurs, curieusement ou anecdotiquement, l'ex-président russe qui a recadré le ministre français de l'économie, il s'appelle Medvedev. Et Medved en russe, ça veut dire l'ours. Donc, c'est irresponsable de menacer un ours, tout simplement. Pour moi, on peut établir même un parallèle entre les Européens qui menacent la Russie de recourir au nucléaire avec la Corée du Nord, qui a menacé les États-Unis il y a quelque temps. La Corée du Nord, on le sait, ils peuvent atteindre les États-Unis parce qu'ils ont développé des armes balistiques intercontinentales, mais les USA vont probablement les faire disparaître de la carte de la planète, comme l'a dit un ancien politicien américain, pour ne pas dire une ancienne politicienne américaine. Je pense que quelque part, la même chose peut s'appliquer pour les Européens qui peuvent certainement atteindre plusieurs villes russes avec des missiles de bien meilleure précision. Mais la Russie va les faire disparaître de la carte de la planète Terre. J'utilise une terminologie qui n'est pas la mienne, je ne l'aime pas du tout. Je veux juste la rappeler parce que c'est peut-être de nature à calmer un peu toutes ces ardeurs guerrières de personnes qui sont aventurières. Merci Rachid. Est-ce que c'est aussi grave? Troisième question. Les Russes et Russiens font la centrale nucléaire de Zaporizhia. Oui, enfin, Francis, les Russes ont encerclé la centrale nucléaire de Zaporizhia. Quelle est ta lecture à ce sujet? Ça, c'est une question que j'apprécie parce que je ne suis pas du tout en harmonie ou en accord avec ce qu'écrivent la majorité des journaux, des commentaires, parce que je ne pense pas que c'est pour avoir la main mise sur l'électricité de l'Ukraine et la distribuer autrement, comme beaucoup d'experts le disent. Je pense non plus que ce n'est pas pour contrôler les communications dans le pays, notamment les communications entre le gouvernement et l'armée, comme certains le disent. Pas sûr que ce soit ça. Cette centrale, c'est la plus grande en Europe. C'est 6 réacteurs de 1000 MW chacun, ça donne 6000. Wow. Ce qui est suffisant pour fournir de l'électricité pour 4 millions d'habitants. Essayez de suivre mon raisonnement, je vais être très très court et je vais vous donner des pistes qui me semblent plausibles. Première piste, il faut savoir que la différence entre le nucléaire civil et militaire est très mince. La preuve, on l'a avec l'Iran, que le monde occidental
soupçonne de vouloir se doter de l'arme nucléaire sous couvert de son programme civil. La différence entre les deux, hein, le militaire et le civil, le nucléaire civil, le nucléaire militaire, repose essentiellement sur le degré de concentration de l'uranium qui est utilisé. Et un site civil qui produit de l'énergie électrique qui peut rapidement être utilisé à des fins militaires. Donc, j'aimerais ajouter une parenthèse avant d'aller plus loin dans mon raisonnement. Les premiers, les pionniers du développement de la filière nucléaire à des fins militaires, on le sait, c'est les États-Unis, 1945, avec les 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Ça, j'imagine que tout le monde le sait. Ce que les gens savent peut-être moins, c'est que les Russes ont été les premiers à développer l'énergie nucléaire à des fins civiles. Ils ont été les premiers à démarrer la toute première centrale nucléaire au monde pour produire de l'électricité en 1954. Or, ce qu'on sait, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les extrémistes néo-nazis ukrainiens qui rêvent d'accéder au nucléaire, ils ont beaucoup de compétences humaines. Tout ce qui leur manque, c'est le côté matériel. Donc, pas besoin de vous dire pour quel usage. Les Russes le savent et ils se prémunissent. Je pense que cette piste qui n'a jamais été mise sur la table mérite d'être considérée. Deuxième piste, tout aussi plausible et qui a du sens, c'est que cela peut constituer pour les Russes un levier pour de futures négociations avec le pouvoir central de Kiev. La troisième piste, elle est quelque peu reliée à la deuxième. Cette centrale, tout comme celle de Tchernobyl d'ailleurs, que les Russes ont également pris, qui est plus au nord. Hein. Elles sont les deux situées sur le fleuve Dniepr. Alors le Dniepr, c'est un fleuve de plus de 2000 kilomètres qui divise l'Ukraine quasiment en 2 parties presque égales. Et toute la partie est de ce fleuve, elle est essentiellement russophone. Alors, si vous suivez mon regard, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, bien malin celui qui dira comment sera l'Ukraine de demain. Mais ce qu'on sait, c'est que si on revient un demi-siècle en arrière, 1971, le Pakistan a été divisé, Bangladesh. Plus récemment, le Soudan, la Yougoslavie, etc. Alors, ce n'est pas exclu que l'Ukraine soit le suivant. On le voit déjà avec le Donbass et les lignes qui peuvent bouger. Bien malin, encore une fois, c'est celui qui peut nous dire comment sera l'Ukraine de demain. سيرت رشيد إزيريغن نعليلين ديما زغان تمبويلن تحريكن سي القرونايا دونك tout est possible oui n'importe quel pays peut vivre cette situation donc تشكين زغا تنمرتيك لكن اسيفا كاين على الفلوف كاين يفضل الأوكران سين تتولي ما كثرة يفضل الأوكران سين يحريشن سين أمورا تما نسمى لاست تمسلاين ثانوسي ثم تما nous malo dans l'ouest مسلاين ukrainien ne serait-ce que pour ces considérations linguistiques certainement c'est le sort et encore faut-il que Poutine dise c'est ce qu'on espère d'ailleurs تكفو السلوي تشكايا وين تسقسي ويس 4 ذاك الناس الوين لوكران زيلينسكي يساول إثلاليث بوين منقار زون ديكسكلوزيون ايريان سفلى لوكران عطاس نويكا كي منقار لي زيكسبير دند غايا كينس او يفون نذكر رشيد ثاغورينك مازال تسقسي فرانسيس تسقسي كي Le président ukrainien Zelensky appelle à la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine et certains experts l'appuient. Que penses-tu de cela, Rachid? Qu'il le demande, je trouve cela judicieux de sa part. Par contre, qu'il reçoive des appuis, je trouve cela totalement irresponsable de ceux qui s'étalent longtemps sur cela. Parce que ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que satisfaire cette demande a une implication directe, le début de la Troisième Guerre mondiale. Et je ne pense pas que Poutine bluffe quand il dit, je vais me permettre de le citer parce que je l'ai écrit quelque part, je vais mettre les lunettes pour ça,
la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Je ne suis pas sûr que ce soit des menaces en l'air. Alors, pour répondre ponctuellement à ta question, Rachid, je dirais que Zelensky demande l'impossible pour avoir le possible, des armes pour se défendre. Donc, tu trouves anormal des experts l'appuient. Hein, ouais. On ne peut pas être expert et appuyer ce genre d'initiative. Ça équivaut à demander à ce que la Troisième Guerre mondiale commence. Tout à fait. شكرا يا وين رشيد ونبغي تيلي قلت لك وظيفه خاصه سقسي نكيرون او يفن يوعطي تسقسي كذا كان انه كاين تولي دي سالان لا دغا في لي زغيون على لي ميديا occidentaux parfois ça reflète pas exactement la réalité du terrain les sommets techniques les idées que tu développes sont quelque peu à l'opposé des idées dominantes en Occident. Alors que, d'habitude, Snack, tu es très réservé et n'aimes pas être sous les feux de la rampe. Ma question, Rachid, en fait, deux questions. Es-tu conscient de cela? C'est quoi ta motivation? C'est un secret pour personne. Moi, personnellement, je me considère avant tout comme un scientifique, mais aussi un citoyen qui est interpellé par cette question d'actualité. J'ai déjà eu l'occasion de dire sur TQ5 et ailleurs aussi que j'ai vécu plus de 10 années dans l'ex-Union soviétique. J'ajouterai que sur ces 10 ans et demi presque, c'est moins d'une année en Russie soviétique et plus de 9 ans en Ukraine soviétique. Je n'ai jamais caché que j'apprécie les Russes, tout comme je n'ai jamais caché que j'apprécie les Ukrainiens. Et cela ne sert à rien de dire l'équipe pour lesquelles j'ai le plus de sympathie. Moi-même, je ne le sais pas. J'ai de la sympathie pour les deux. Par contre, ce que je sais, en revanche, c'est que vous voyez derrière moi, c'est la photo du centre-ville de Kiev tel qu'il était 40 années en arrière quand j'y étais. Maïdan, c'est ça, Maïdan, hein? Maïdan. Ouais. Et donc, tel que je l'ai connu, tel qu'il est aujourd'hui. Et je souhaite tellement ardemment qu'il reste comme il est. Je suis évidemment conscient que tout ce que j'écris, tout comme je suis conscient du privilège que j'ai de vivre en Occident. Mais je considère qu'aujourd'hui, au Canada en particulier, parce qu'on y vit, on n'informe pas suffisamment nos concitoyens dans le cas du conflit Russie-Ukraine. Je viens d'écouter Radio-Canada il y a moins d'une heure, à 18 heures. Il s'attelle à mobiliser l'opinion publique. Ce n'est pas de l'information. La mobilisation est différente de l'information. Et nos médias, ils sont plus dans la mobilisation que dans la diffusion de l'information. Et on se rappelle tous très bien notre grand Matoub qui a dit un jour « Celui qui ne sait rien est un imbécile. Celui qui sait et ne dit rien, c'est un criminel. » Évidemment, je ne sais pas tout, mais ce que je sais, je tiens à le partager sans aucune attente. Ma carrière est derrière moi, comme vous pouvez le voir à la couleur de mes cheveux. Je n'ai aucune attente. Je me considère comme une personne privilégiée par la vie et tout ce que je fais, c'est exercer ma citoyenneté canadienne, donc je suis évidemment fier. Voilà ce qui explique la motivation du professeur Rachid Haddadir. وزعما صار الحاجة تقدر نوض رشيد نعملش نكفوت زويلتك. J'aimerais peut-être, en guise de conclusion, vous ramener aux questions de l'énergie. Oui. Mon expertise, c'est ton expertise. Voilà. Mon expertise dans le domaine de l'énergie me permet aujourd'hui de comprendre les enjeux qui sont reliés à la transition énergétique. Mais à force de réfléchir à ces enjeux-là, à cette transition-là, je déduis que nous sommes dans un monde qui n'est pas juste dans une transition énergétique, mais qui est dans une transition tout court. Et cette transition, elle préfigure un nouvel ordre mondial dont les premiers éléments sont déjà perceptibles et on voit qu'il va être davantage multipolaire.
Donc, moi, je travaille dans le domaine de l'électricité et on voit aujourd'hui l'hégémonie chinoise dans le domaine de l'électricité. Et je ne souhaite pas qu'on se retrouve aussi bien dans le domaine de l'électricité que dans tous les autres domaines avec une hégémonie telle qu'elle était celle des États-Unis pendant 40-50 années jusqu'à l'an 2005 et l'hégémonie qui se dessine dans le domaine de l'électricité et autres, qui sera probablement chinoise. On souhaite ardemment un monde multipolaire avec évidemment moins de menaces les uns vers les autres. دان شتكين السلام رشيد نسلام تفغر تلويث أكون جا دولي مثوغا يوث تزليت سوازاليس يخدم مداكل ينظر يتيدير عند فرنسا اسماعيل كيساي يخميت يا 3 ans 3 سكوات نايا اسمي التلويث لا بي اللي بلوس كو جامي داكتواليتي اسينير ثاني ميردي فكر ازن فتيد نسعدين السكيران كفو ثذويل تاكين وسينير رشيد بن حدادي محمد بن حدادي تنميرتي المثال مثل وين مثل دقيق مننا وليتيد تزلي تاكين ثلويث صخور النظور اسماعيل كيساي سيمس لاينيس اي تيكو 5 ثوغات نيد تسداو تزلي تاكين اسيا انوليل تولين اندي قيمه دي تسدون او ندير قيمه دي ثلويث شافري مغرنا غيكو قرنايا أثلويث قصد نقي مجنشنو شيطي ثروة بالموند وثخنا ناسين نفغن تغثير قام خلفا أيو كذا أي مذني ما مشاري ما قرازكا أثلويث ناشين بالسوسان أثلويث فسداني مذنان أثلويث ناشين بالسوسان أثلويث فسداني مذنان طاهرني غازتي نكرا ينادك تلفك يوعى في بس ما تشيدي سفرا كي غاوالي وكي طاهرني غازتي نكرا ينادك تلفك مقا في بس ما تشيدي سفرا أثلويث داشين بالسكسان أثلويث فسداني مذنان أثلويث داشين بالسكسان أثلويث فسداني مذنان شاذري مغرنا غيكو جرنايا أثلويث قصد نقي مدنشنو شيطي ثروة ديكو ذارث نفخنا نسين نفغن تعطير قام خلفا أيو كذا أي مذمي من شارس تضرع زكا أثلويث صرفي